On parle du racisme institutionnel. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, et je me sens d'autant plus confortée de le dire, parce que moi-même, depuis les années 90, je suis engagée dans le travail contre le racisme. Je suis engagée dans le travail contre la formation des images. Je vous ai amené ici un livre dans la rédaction duquel j'ai participé. J'ai écrit un article. C'était une exposition qu'on avait organisée ici et qui a comme titre Racisme donc continent. C'était une exposition sur le noir du blanc. C'était le titre de l'exposition, le noir du blanc. J'avais collaboré à cette exposition et nous avions travaillé à comprendre comment se construisent les images et les stéréotypes par rapport au noir. En ce qui concerne la Belgique, et ça nous ramène à la première partie de notre conférence, en ce qui concerne la Belgique, ces images des Noirs ont été propagées pendant la période coloniale via les chromos, via la littérature, via les journaux, et ça, toutes ces productions ont imprégné l'imaginaire du blanc qui a fait que le blanc a fonctionné selon cet imaginaire. Mais il faut comprendre qu'il s'agit de la perception, c'est-à-dire de l'imaginaire qui travaille. Et vous avez des stéréotypes, etc., etc. À ce moment-là, nous sommes au niveau de l'imaginaire. Donc cet imaginaire a été imprégné comme une éponge à cause de la littérature, à cause des journaux, à cause des chromos, à cause de ce que l'on disait, à cause du cinéma colonial, etc., qui a fait que l'imaginaire, ici, a perçu, donc percevoir, a perçu négativement les Noirs. Est-ce que les Noirs étaient comme ça? Non, il s'agit de l'imaginaire. Je crois que c'est très important de remettre ça au centre de cette conférence. On a 6 mois dans tout le nord de l'Amérique. Et alors, en 1874, un Allemand, Karl Augebeck, s'est inspiré de cela et a exhibé d'abord des lapons. Dans leur domaine familial, c'était une espèce de mangerie. Et donc, c'était des lapons étaient ensemble avec des... Donc, c'était là les premières exhibitions. Du vent des papes, des liés et des déliés qu'ils ont transmis aux Européens, lesquels s'en sont appropriés et étendus à la couleur de la peau. Cette couleur est dès lors devenue un horrible pouvoir de massacre. De nombreux peuples à travers le monde en ont payé les frais. Les Africains battent tous les records de toutes les horreurs causées par cette idéologie de la peau blanche divinisée. Je vous remercie. Voilà donc notre premier exposé. Monsieur Pinipini a touché la question du racisme sous l'angle religieux. Donc je vous remercie pour votre exposé. Je passe la parole à monsieur Bacon. Je vais, non là je m'entends mieux. Hein? Je vais vous donner, enfin, plus vous donner des extraits, des textes d'écrivains, aussi bien africains, antillais, de l'époque, qui s'étaient installés à Paris. Nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale. 1940-45, nous sommes en 48. Quelques étudiants africains et antillais, dont Césaire, de Césaire, Senghor, Damas, se rassemblent et prennent conscience du prix très lourd que l'Afrique avait payé par rapport à cette guerre de 1940-45 qui ne le concernait même pas. Et ils commencent à écrire. Et quand ils se mettent à écrire, ce sont des réflexions. Mais comme vous savez, dans le monde du livre, on peut écrire quelque chose pour soi-même, on met dans le tiroir, et finalement, personne ne saura ce que vous avez écrit. Mais ils se sont rassemblés au sein d'une ligue, d'une association d'étudiants africains, et là, ils ont voulu mettre en place donc une édition pour rassembler tous les textes
tout ce qu'ils avaient écrit sur leur attitude par rapport donc au colonialisme et tout. Et le livre le plus important pour moi qui apparaît, dont le nom, le titre est très clair, c'est ce fameux discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Tout y est. Même le Roland de discours qu'on va trouver chez Pétillon, le gouverneur du Congo, en 1956-58, on va le retrouver là-dedans. Il y a un article que Pétillon a pris dans ce livre, parce que Pétillon avait sorti un document avec 13 articles. Et parmi les articles qui étaient adressés aux Congolais, en fait, c'était des ordres qu'on donnait aux colonisateurs à l'époque. Il y avait un article qui disait « Il faut évangéliser les Noirs jusqu'à la moelle des os pour savoir où germe le mal. » Ce qui signifiait que pour les Belges de l'époque, comme ceux d'avant d'ailleurs, le noir congolais n'était que une espèce de bête de foire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces écrivains s'étaient entendus pour produire la première anthologie, parce que la plupart étaient des poètes. Ils ont produit la première anthologie de la poésie noire et malgache à l'époque. Nous sommes en 1948. Mais dans cette anthologie, ils ont voulu ils ont cherché quelqu'un qui pouvait appuyer leurs propos. Et c'est ainsi que, ayant interrogé plusieurs écrivains, un seul écrivain, dont les tendances étaient mal vues par la France d'ailleurs, avait accepté d'écrire la préface de l'anthologie de la poésie noire et malgache. Et cet écrivain, c'est Jean-Paul Sartre. Et voilà ce que Jean-Paul Sartre, je vous lis, j'enlève mes lunettes parce que je ne sais pas lire sans lunettes. Alors, Jean-Paul Sartre, dans sa présentation, s'adresse aux Blancs, donc à l'Europe. Qu'est-ce que vous espériez quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ses bouches noires? Qu'elles allaient entonner vos louanges? Ces têtes que nos pères avaient courbées jusqu'à terre par la force, pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire l'adoration dans leurs yeux? Voici des hommes noirs debout qui nous regardent. Et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d'être vus. Aujourd'hui, ces hommes noirs nous regardent et notre regard rentre dans nos yeux. Et là, j'entends un poète noir, sans même se soucier de nous, chuchoter à la femme qu'il aime. Femme nue, femme obscure, fruits mûrs à la chair ferme, sombres extases du vin noir, fruits mûrs à la chair ferme, à l'ombre de ton souvenir. C'est femme nue, femme noire, de Senghor, un des premiers. Monsieur l'abbé Pinipini, vous venez d'intervenir lors d'une conférence organisée par le MRAX. Est-ce que nous pouvons connaître le sujet que vous avez développé? Le sujet, c'est la construction du racisme et son déploiement au niveau de la colonisation. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus en détail, concrètement, qu'est-ce que vous avez dit là-dedans? J'ai démontré que le racisme est une construction de l'esprit, une construction intellectuelle. Le racisme n'est pas un fait naturel, comme on dirait par exemple les arbres ou comme on dirait les hommes. Le racisme est plutôt une construction de l'esprit qui est datée. Donc moi je la situe le début de la construction du racisme à partir du XIe siècle, quand les papes, surtout le pape Grégoire VII, donc les papes de la Réforme, ont pris le pouvoir, qui sont devenus des papes empereurs et qu'ils ont établi leur pouvoir à partir d'un précepte qui est le précepte de lier. Et ce pouvoir-là qu'ils ont pris, ils l'ont donné aux Européens
à qui ils ont offert le monde, notamment avec la bulle Romanus Pontifex de Nicolas V, qui a donné, qui a comme ça offert l'Afrique au roi d'Espagne, au roi du Portugal, et en lui disant d'aller soumettre les Africains comme étant des païens qui devaient être réduits en esclaves. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé les razzias négrières, la traite et les esclavages en Afrique, et après est arrivée la colonisation. Donc, mais à partir de cela aussi, avec la fameuse tournée de Darwin à travers le monde, qu'il est venu avec des espèces qu'il ne connaissait pas ici en Europe. Ils ont dit que ces espèces inconnues en Europe étaient des espèces primitives et que les espèces évoluées étaient en Europe. Donc les anthropologues, les naturalistes, les ethnologues s'en sont appropriés pour établir une hiérarchie au niveau des hommes et faire des races. Donc voilà d'où est venue la notion de race avec le racisme. Mais donc cette notion de race n'est pas dans la nature des hommes, c'est une création. Voilà comment j'ai dit, c'est une création, c'est une construction qui a été faite. Alors j'ai aussi démontré que cette construction ici en Europe, elle s'est faite à partir de ce qu'on appelle les os humains. Quand les Européens, pendant tout un siècle, ont exposé des Africains dans toutes leurs villes, dans leurs villages, partout, comme étant des bêtes, comme étant des animaux qu'ils mettaient avec d'autres animaux dans des zoos et qu'ils présentaient comme étant des animaux. Donc c'est à partir de ce moment-là que le racisme s'est enraciné ici en Europe. Bien, mais vous savez que depuis 1948, il y a eu la charte des droits de l'homme, il y a eu la décolonisation, nos pays sont indépendants, il y a l'internet, il y a les livres, et malgré tout ça, vous pensez que les nègres sont toujours formatés par rapport à ces antivaleurs-là? Bien sûr qu'il y avait effectivement un arsenal juridique qui s'est mis en place, parce qu'il y a une lutte dont les Africains ne se sont pas laissés faire. Ils ont lutté aussi bien sur le continent qu'en dehors du continent, en Amérique, au Brésil, partout ils ont lutté. Et à partir de ces luttes-là, ils sont arrivés au niveau de la Société des Nations à édifier, codifier toutes ces lois dont vous parlez. Donc les lois existent, mais comme vous savez, les lois ce sont des textes. Le comportement des hommes, des gens, c'est autre chose. Ce que nous voyons dans notre vie au quotidien, ce n'est pas les lois, ce sont des personnes. Et ce sont ces personnes-là que nous voulons conscientiser. Donc la conscientisation doit être générale au niveau des Européens, au niveau des Africains, pour qu'on puisse retrouver la sérénité humaine qui a existé bien avant cette période triste qui est arrivée à partir du XIe siècle. Ok, nous vous remercions, Monsieur l'abbé Pinipini. C'est moi qui vous remercie. Professeur Bakumba Katik Diong, vous venez d'intervenir dans une conférence organisée par le MRACS dans le cadre de la lutte contre le racisme. Est-ce que nous pouvons connaître le contenu de votre communication d'aujourd'hui? Je voulais rappeler dans un premier temps la lutte qu'avaient commencé les pères de la négritude, Aimé Césaire en tête, qui a écrit un ouvrage important qui est toujours actuel, c'est Discours sur le colonialisme, et tout y est dans ce discours sur le colonialisme. Et d'autres auteurs comme les Senghor qui viendront plus tard, et d'autres auteurs également qui ont parlé de ce problème de racisme. C'est un diagnostic qui a été réalisé dès le départ après la Deuxième Guerre mondiale, et les problèmes demeurent toujours. Je crois qu'il fallait continuer la lutte. Je ne sais pas à quel niveau cette lutte, à quel moment nous avons abandonné cette lutte-là pour essayer de sortir de ce racisme. Aujourd'hui, ici en Belgique, vous confirmez aux infirmiers qu'il y a racisme entre les Noirs et les Blancs, les Beurs, etc. Le problème, je crois qu'il faut regarder du côté de nous-mêmes, entre nous, comment nous nous comportons, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter au racisme ambiant, mais le racisme le plus terrible, moi je trouve que c'est le racisme rampant, sournois, celui qui ne dit pas son nom. Et ce racisme-là, il est beaucoup plus pernicieux que le racisme qu'on peut voir. Quelqu'un va dire, ah ben moi je n'aime pas les Noirs et tout, là on peut s'en foutre, mais quelqu'un qui montre
qui te sourit, grand sourire kilométrique, puis après il te fait tout à fait le contraire. Là, c'est beaucoup plus grave. Par rapport à ce racisme, je crois qu'il faut s'armer. Il faut s'armer et reconnaître. D'ailleurs, chez nous, on dit, quand tu ne sais pas où tu vas, rentre d'où tu viens. Et la plupart du temps, je crois que dans la société occidentale actuelle, avec nos propres enfants, nous ne savons même pas ramener nos enfants d'où ils viennent. Et c'est là que l'essentiel va se construire à travers leur personnalité. Bien, professeur, mais on ne nous a pas demandé de venir en Europe. De quoi nous nous plaignons? Ben, moi, je ne me plains pas. Personne ne m'a demandé de revenir en Europe. Et je suis venu de mon propre chef, sans doute, pour mettre à l'abri ma famille et tout. Mais les jours sont passés, les années sont passées. Et je me retrouve 3 décennies plus tard ici. Mais personne ne m'a obligé de revenir en Europe. Alors que moi, j'ai passé plus de 50 ans au total dans cette Europe froide et sans humanité. Donc nous n'avons pas à nous plaindre. Mais, non. Mais on n'a pas à se plaindre. Celui qui va se plaindre de l'Europe, il vaut mieux qu'il rentre chez lui. Il n'y a pas de problème. Mais rentrer chez lui, avons-nous encore un chez nous? Voilà le problème qui se pose. Madame Bibiane Mokeni, vous venez d'assister à une conférence sur le racisme et la xénophobie. En sortant de cette conférence, qu'est-ce que personnellement vous avez retenu? C'était très enrichissant parce que avant de épingler le racisme, on doit d'abord savoir ce que c'est le racisme et surtout ce qui nous a été demandé ici, de savoir ce qu'a apporté la colonisation dans les colonies et également l'esclavage. Donc cette aliénation-là, comment faire maintenant pour se désaliéner? Mais nous sommes ici en Occident. Il y a beaucoup de structures légaux qui sont mises en place, telles que l'AMRAX, le Centre pour l'égalité des chances, sans oublier la loi Moureau. Mais ces structures-là, ce sont des structures para-étatiques. Même si on porte plainte pour racisme auprès de ces organismes-là, j'aimerais savoir combien de plaintes ont abouti suite au racisme qu'on a été victime. C'est ça, au fait, ma préoccupation par rapport à ces structures qui existent, soi-disant, qui luttent contre le racisme et la xénophobie. À tous ceux qui pensent être discriminés en Belgique, qu'est-ce que vous dites? Ben justement, il y a discrimination quand on est un peu différent, quand on est de couleur, quand on est femme, quand on a des problèmes de santé mentale, on est discriminé. Mais il faut qu'il y ait des mécanismes qui se mettent en place pour protéger ces personnes. Mais normalement, le racisme ne devrait pas exister parce que nous sommes tous des humains. Ok, Madame Bibiane Mokeni, nous vous remercions. Ben, je vous remercie également, en tout cas, c'était très enrichissant et j'espère que la prochaine fois, on verra encore des gens qui vont venir plus nombreux, surtout les jeunes, pour venir s'enquérir de l'histoire, pour pouvoir comprendre et passer outre le racisme qui sont victimes dans notre pays d'accueil, la Belgique.